Bien, bonjour à tous, bon appétit. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures, comme tous les jours, pratiquement. On est déjà le lundi 7 février, bon, on a changé de mois. Et ça avance. Ce matin, ce midi, on va recevoir dans un instant Yohan Poulin, c'est le nouveau responsable du conseil, l'un des responsables du conseil d'administration. Il a été aux Caraïbes pendant longtemps, mais il vient nous expliquer un petit peu sa mutation. Ensuite, on va recevoir François-Xavier Boisneuf, c'est un Guadeloupéen qui a une petite boîte, mais qui commence à prendre de l'extension en Guadeloupe. Il viendra nous parler de CaribTube, SAS. Et puis, Kenisha Mougon va recevoir avec nous le directeur de France Antilles, qui est M. Perrier, qui est avec nous, qui est ici depuis quelque temps. Avec lui, on fera un petit peu le point. Et puis, on va terminer avec Jean-Luc Divial. Sinon, l'information, c'est cette marche à Pointe-Noire contre l'agression de 2 membres du personnel du collège de Courbaril. Les gens n'étaient pas contents du tout. Le maire s'en est mêlé aussi. On entendra le reportage de Maxime Morel. La candidature de la Xème candidature de José Toribio, vous savez que le maire de Lamentin a été démis de ses fonctions puisque son mandat a été rendu, il n'est pas inéligible, mais il peut se représenter. Et donc, Toribio est de nouveau en lice. On verra ce que ça donne. Olivier Moradel était sur place. Concours de miel en Guadeloupe. Nous avons un très, très bon miel. Plus de Guadeloupéens le savent, ne préfèrent acheter du miel étranger, mais enfin, il faut nous manger ça qui est en nous. Olivier Moradel était là. Dispositif insertion. Lancement de la 2e session organisée par l'association Jeunesse Outre-mer avec Vianney Valverde en reportage. Et puis on fera un petit tour, si on a le temps, à Lance-Cano, les amis de Lance-Cano qui se plaignent des conditions de baignade à la Dacha à Gouzier, Vianney Valverde. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans la tranche la plus regardée à cette heure-là sur le ZCL, sur Canal 10, mais aussi sur RHT, Radio Haute Tension, et sur C10FM. Nous sommes donc en radio, en télévision et aussi sur le net, puisque le replay de l'émission sera sur le net. Alors, Yohan Poulin, merci d'être avec nous. On vous connaissait dans l'opérationnel. Vous avez changé de branche. Oui, bonjour. Donc, c'est vrai que le 9 décembre, l'Assemblée générale des actionnaires s'est réunie et donc la famille Dubreuil ainsi que les salariés qui sont actionnaires ont décidé de me nommer en tant qu'administrateur d'Air Caraïbes au sein du conseil d'administration du coup. Oui. Et donc j'ai pris mes fonctions donc pour un mandat de 6 ans le 1er février. Oui. Et alors être administrateur, c'est très différent d'être à l'opérationnel, le directeur commercial et compagnie. C'est vrai que depuis 16 ans, j'ai évolué à différents postes. J'ai été d'abord responsable des systèmes d'information, puis directeur du digital, ensuite membre du directoire, puis ensuite directeur général délégué. Et donc c'est vrai qu'au quotidien, avec mes collègues, on travaillait sur le fonctionnement d'Air Caraïbes. Donc là, je vais être dans un rôle qui sera un rôle plus stratégique, avec des réunions mensuelles, avec des réunions avec la famille Dubreuil pour définir quels seront nos objectifs. Et on a déjà travaillé sur 2022 et donc je pourrais vous en parler un peu plus tard. Oui, alors justement, j'étais à la conférence de presse de la semaine dernière et on a vu quand même qu'il y a une impulsion et le patron d'Air Caraïbes disait qu'en matière de subvention, Air Caraïbes n'a pas été gâté. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment de ne pas avoir traité à la même enseigne. Vous savez qu'Air France a reçu près de 15 milliards en 2 fois, d'abord 7 et ensuite 8. Donc si vous voulez, c'est vrai que nous, de notre côté, on n'a eu que les aides qui étaient considérées comme des aides normales, avec les activités partielles, avec ce qu'on appelle les 10 millions pour frais fixes. Corsair, par contre, a été aidé avec un plan de près de 140 millions d'euros. Donc c'est vrai que de notre côté, on avait eu l'occasion de le dire sur ce plateau et même sur d'autres plateaux en métropole, qu'on trouvait que le traitement n'était pas forcément équitable. En tout cas, on ne comprenait pas bien la logique que l'État avait, avec un rôle plus de pompier, d'instincteur. Donc, il voyait qu'il y avait le feu dans la maison Corsair et donc il mettait des millions. C'est vrai qu'Air Caraïbes s'est toujours bien porté, mais les 2 années ont été quand même très difficiles. Et si ce n'était pas les efforts de nos salariés, on n'aurait quand même pas pu traverser cette crise comme on l'a traversée. Oui, mais qu'est-ce qui explique le succès de Air Caraïbes? Comment, en tant que depuis 16 ans, vous avez vu les choses évoluer? Entre guillemets, c'était une petite entreprise, progressivement, est devenue pratiquement numéro 1 aujourd'hui. Oui, en termes de part de marché, en termes de nombre de salariés transportés sur la plateforme de Pointe-à-Pitre, on est numéro 1. C'est vrai que depuis ces 18 années où Air Caraïbes s'est lancé sur le long courrier, il y a plusieurs clés de succès, on dirait,
dirais. C'est-à-dire qu'on a tout de suite, dès le départ, investi sur des avions de nouvelle génération. On était les premiers à avoir des biréacteurs à l'époque, dès 2004. Donc vraiment des avions neufs. Là encore, on a reçu des Airbus A350 qui se portent au nombre de 6. Ensuite, il y a les salariés, puisque faut rappeler qu'Air Caraïbes vient de la fusion d'Air Guadeloupe, Air Martinique, Air Saint-Martin. Donc c'est vraiment cet ADN antillais. Et tout de suite, lorsqu'on s'est projeté sur le long courrier, on a apporté un autre produit. En fait, c'est pour les Antillais, dès qu'ils montent à bord de l'avion, ils sont chez eux. Oui. Et pour les touristes, en fait, dès qu'ils montent à bord de l'avion, ils sont en vacances. Nous à Casanou. Donc en fait, c'est vrai que à partir de là, on est arrivé avec un produit qui nous a permis de progressivement gagner des parts de marché sur nos concurrents. Et je terminerai par une bonne gestion à la fois Jean-Paul Dubreuil, qui est quand même un grand patron de l'aérien, Marc Rocher et toute l'équipe de management d'Air Caraïbes qui, depuis des années, a fait en sorte que l'entreprise soit bien gérée et nous permette en fait d'avoir les capacités d'investir et d'avoir les outils nous permettant de partir à la conquête. Alors, pendant la période difficile, qu'en est-il pour le personnel? Est-ce qu'il y a eu des personnes qu'on a balancées, entre guillemets, ou bien est-ce qu'au contraire... Non, pas ça, c'est pas chez nous, ça. Non, en fait, on a négocié dès le début de la crise, c'est-à-dire mars 2020, avec nos salariés, avec nos représentants syndicaux. Et dès le mois de mai, on a signé un protocole d'accord nous permettant de garantir tous les emplois. Donc aujourd'hui, à cette fin d'année 2021, début 2022, on a le même nombre de salariés. Combien de salariés aujourd'hui? C'est 1135 à peu près. Donc à peu près la moitié, c'est du personnel navigant et le reste, c'est du personnel au sol. Donc on a souhaité vraiment conserver toutes nos forces vives parce qu'on avait vraiment le sentiment, et on l'a vu, que dès qu'il y avait la possibilité, c'est-à-dire dès que les conditions sanitaires s'amélioraient, il y avait un rebond. Oui. Il y avait une demande parce que nos destinations sont attractives et donc on pouvait être en capacité de rebondir. Et on a bien fait puisque là on voit que ça repart et on va être en capacité de mettre nos 10 Airbus long courrier en ligne et d'avoir bien évidemment le personnel pour pouvoir opérer ces vols. Alors moi je pose la question, c'est la Guadeloupe qui a permis à Air Caraïbes de se décoller, parce que j'ai lu récemment encore que l'endroit le plus demandé par les Français quand ils viennent, c'est la Guadeloupe. Alors, on a été un booster en tant qu'État archipel. Oui, c'est sûr que lorsqu'on regarde un peu les destinations dans le monde, d'ailleurs c'est pour ça que nos concurrents aussi essayent de rajouter de l'offre, on ne peut pas aller en Asie, ou en tout cas c'est très compliqué. Donc l'Afrique du Nord aussi, on voit que c'est des destinations, le Maroc a fermé ses frontières, etc. Donc c'est vrai que nos destinations, lorsqu'on est français et qu'on se dit où je vais partir en vacances et je veux être dans un système où quelque part je peux revenir chez moi si jamais je suis malade, ou avoir un système qui me permet d'être pris en charge, c'est vrai que la Guadeloupe et la Martinique rassurent quelque part. Donc c'est vrai que ce sont des destinations qui sont très prisées, aussi parce que ce sont des territoires magnifiques. Je veux dire, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je veux dire, qui n'aime pas la Guadeloupe, qui n'aime pas la Martinique, à la fois avec les plages, les rivières, la diversité. Donc c'est sûr que ce sont des destinations qui plaisent. Oui. Alors par rapport à la pandémie, aujourd'hui, quand on prend un avion d'Air Caraïbes, comment on est à l'intérieur, il faut garder son masque 24 heures, il mange avec le masque. Comment ça se passe? Je dis ça parce qu'il y a 2 ans, j'ai pas voyagé. Non, c'est vrai que dès le début de la crise, on a pris des mesures tout de suite. C'est-à-dire que le port du masque, il est obligatoire pendant tout le vol, et ça ne change pas. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas? Parce qu'on doit vivre avec le virus. Alors, à part si vraiment on se rend compte que le variant Omicron ou les autres sont encore moins virulents et que du coup on peut l'enlever, mais ce n'est pas nous qui allons décider, ça va être le gouvernement. Mais en tout cas, à bord de nos avions, pour le moment, il faut porter le masque. Il y a aussi donc, la possibilité de l'enlever, mais uniquement pendant qu'on déjeune, ou lorsqu'on boit, on prend un peu de verre d'eau. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que, bien évidemment, à bord de nos Airbus A350, on l'a rappelé, on a un système de renouvellement de l'air qui permet en fait d'évacuer assez rapidement toutes sortes de virus, que ce soit la grippe, etc. Donc c'est vrai que on est dans des avions de nouvelle génération dont la qualité de l'air est quand même remarquable. Alors, au niveau des mesures sanitaires, nous, on a appliqué aussi le test à 24 heures du départ. Ça, dès que le gouvernement a décidé de le mettre en place, dès le lendemain, on l'a mis en place, en mettant une tente à Orly qui permet à nos passagers, s'ils n'ont pas le temps le dimanche, par exemple, de faire leur test, ils viennent le lundi matin et dans les 15 minutes, on leur donne leur résultat. 15 minutes, avec le test antigénique de moins de 24 heures, on leur permet d'avoir un test et du coup de pouvoir prendre l'avion.
Alors, pour prendre l'avion aujourd'hui, est-ce qu'il faudra le pass vaccinal ou pas? Comment ça va se gérer à partir du 7 mars? Oui, bien sûr qu'il faut il faut avoir le pass vaccinal, c'est-à-dire qu'il faut être soit vacciné et avoir le test de 24 heures. Oui. Bien évidemment, si on n'est pas vacciné, c'est motif impérieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en métropole comme ça, hein, on peut pas voyager, il faut vraiment avoir une raison médicale ou de regroupement familial. Et donc, bien évidemment, nos équipes contrôlent ça de près parce qu'on applique toutes les mesures qui permettent de limiter la propagation du virus. Bien sûr. Est-ce que ça a une incidence quand même commercialement, la situation actuelle? C'est-à-dire que toutes ces mesures sanitaires n'ont pas forcément d'impact parce que c'est vrai que les gens se sont habitués maintenant aux contraintes, il faut être vacciné, il faut faire le test, etc. Donc on avait dit aux politiques, ça ne nous posait pas de problème d'avoir le test de 24 heures. Ouais. Voilà. Ce qu'on veut simplement, c'est qu'en Guadeloupe, en Martinique, que la situation sanitaire s'améliore, qu'on puisse de nouveau circuler, parce que ce soit les Guadeloupéens ou les touristes, personne n'aime le couvre-feu de 20 heures et personne le fait qu'on puisse pas aller pique-niquer sur les plages. Donc, bien évidemment, plus on va revenir à une situation normale et mieux ça sera pour tout le monde. Alors, les petites fêtes qu'on avait aux Caraïbes autrefois, fêtes qu'on faisait à l'intérieur de l'avion, c'est fini. Alors, les fêtes qu'on faisait, on pourra peut-être un jour les reprendre lorsqu'on avait fait le chanté Noël, voilà, si c'est ça à ce que vous faisiez allusion. C'est vrai que c'était un événement qui nous avait permis de passer en prime time sur LCI, parce que c'est la première fois qu'on faisait un chanté Noël. Et c'est pour ça que quand je dis haut et fort que nous sommes la compagnie antillaise, c'est pas pour rien. C'est parce que c'était une idée de nos personnels, de nos salariés. Et en fait, on avait même une collaboratrice qui est dans un groupe de chanté Noël, et donc qui avait participé à ça. Et il y avait des journalistes et ça avait été retransmis sur TF1 et on avait du coup pu, et LCI, faire un peu découvrir notre culture aux gens de métropole de France qui ne connaissaient pas du tout. Alors, bien sûr, il faut regarder les choses du point de vue du client qui nous regarde en ce moment. Sous les tarifs, qu'est-ce qui va changer avec les jours qui viennent? Parce que, la reprise s'annonce progressivement, vous l'avez dit. Est-ce qu'en termes tarifaires, les choses vont grimper jusqu'au 7e ciel? Non, bien au contraire. Aujourd'hui, on est Air Caraïbes est clairement à l'offensive. Donc on est en train de rajouter des capacités. On a reçu toute la flotte qu'on avait commandée. On en a reçu 2 Airbus A350 000 dans les... Combien de places dans les Airbus 350 000? C'est à peu près 444 C'est un peu places. plus que les A330. Voilà, en fait on avait les Airbus A350 900 et on a rajouté du coup avec les 1000 à peu près 40 sièges supplémentaires, ce qui rajoute en classe business une rangée de plus et rajoute également en classe intermédiaire, en classe économique. Et donc en fait c'est des capacités qui nous permettent aujourd'hui de rajouter de l'offre jusqu'à 35% d'offres sur la Guadeloupe, 25% d'offres sur la Martinique. Au global, sur Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est 25% d'offres. Donc on est clairement à l'offensif et donc on ne va pas augmenter les tarifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous inquiète, c'est le cours du carburant. Je pense que ça inquiète tout le monde. Qui a explosé. Qui explose. On voit aujourd'hui que ça a augmenté de 50%. On était à $60 le baril, on est passé à $90 le baril. Donc c'est vrai que ça nous inquiète parce que c'est une grosse part de nos coûts. Maintenant, on ne l'a pas répercuté sur le prix. On verra comment ça va évoluer sur les prochains mois. Ensuite, on va s'adapter. Aujourd'hui, la priorité, c'est clairement de recréer une dynamique et donc c'est pour ça qu'on a des prix extrêmement attractifs pour venir en Guadeloupe et en Martinique. Alors, est-ce qu'on peut dire, Yohan, que le régional, c'est le point faible des Caraïbes? Pas du tout. On ne peut pas dire ça. On pouvait le dire il y a quelques années, mais depuis 3 ans et demi, voire 4 ans maintenant, parce que le temps passe vite, on a complètement changé notre flotte d'ATR. On est sur des 72-600, entièrement neufs, et on a amélioré considérablement notre ponctualité. Alors je peux dire ça parce que je le suivais 3 fois par semaine. Alors maintenant, ça va être Éric Michel de prendre le flambeau, de reprendre la suite. Mais on a une ponctualité qu'on suit, et nos clients d'ailleurs aujourd'hui ne nous font plus ce procès. Avant, c'est oui, je vous aime bien sur le long courrier, mais le régional, non. Là, aujourd'hui, nos clients, ils sont présents sur le régional. On a de bons coefficients de remplissage. On est en train de prendre des parts de marché à notre concurrent Air Antilles. Donc, clairement, le régional est plutôt sur une bonne dynamique. Le régional, c'est quoi? C'est Martinique, Saint-Martin? C'est Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. C'est notre ligne principale. Ensuite, on fait Pointe-à-Pitre, Grand-Case. Et on fait aussi Pointe-à-Pitre, Saint-Domingue. Haïti, c'est mort. Non, Haïti, pour le moment, on n'y va pas. On n'y va que sur le long courrier. Oui, Cuba.
Et Cuba, on va reprendre sur le long courrier, mais pas au départ des Antilles. Cayenne. Cayenne, c'est sur le long courrier également. Oui. Donc nous, avec les ATR, on peut aller jusqu'à Cuba, ça sera un peu loin. Ouais. Et Cayenne aussi, ça fera un temps de vol assez long. Oui. Donc en fait, on se cantonne sur les ATR, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin et Saint-Domingue. Mais c'est très bien parce qu'on le fait bien. Oui. Voilà, on essaye d'être ponctuel, faire en sorte que quelqu'un qui, si pour 45 minutes de vol, il n'y a pas besoin de le faire attendre plus de 10 minutes. Oui. Donc on essaye vraiment de se fixer cet objectif de ponctualité Mais à 10 la minutes. région Caraïbe, c'est vraiment difficile de desservir cette région. La région Caraïbe, il y a beaucoup d'expériences. Bon, Air Antilles a essayé, etc. La LIAT, en etc. grande Qu'est-ce qui se difficulté, passe? C'est quoi le Caribbean problème? Airlines. Les difficultés, c'est que ce sont des marchés où il n'y a pas non plus beaucoup de volume de passagers. D'accord. Un Guadeloupéen, par exemple, s'il va à Saint-Domingue, il ne va pas forcément aller tout de suite à Antigua ou aller tout de suite ni à Trinidad, ni à voilà, Jamaïque, donc dans tous les îles qui nous entourent, les volumes ne sont pas importants. Pourtant, les contraintes et les coûts sont quand même significatifs. C'est-à-dire que pour faire voler un ATR, il faut quand même 2 pilotes, 2 hôtesses et il faut quand même toute une équipe à l'enregistrement, à la qualité, à la maintenance, etc. Donc on voit bien que pour rentabiliser un vol avec 70 passagers, donc c'est 74 pour être précis, sur nos ATR, c'est plus compliqué que lorsqu'on a un Airbus où quelque part on a 440 passagers et donc du coup on arrive à mutualiser les coûts et à avoir une recette supérieure, bien évidemment par rapport au nombre de sièges. Donc voilà, toutes les compagnies aériennes de la zone régionale ont des difficultés parce que c'est pas des secteurs où on a. C'est-à-dire c'est l'inter-Caraïbe qui est difficile. Mais c'est pas qu'à la Caraïbe, c'est-à-dire que même en métropole, si on prend des compagnies, ce qu'on appelle les compagnies court courrier, comme Hop, qui est une filiale d'Air France, c'est des compagnies qui ont été en difficulté. Dans le monde entier, le court courrier n'est pas un secteur où on gagne beaucoup d'argent. Au contraire, c'est très très juste et très difficile de rentabiliser. Nous, Air Caraïbes, bien évidemment, on maintient notre régional parce que c'est notre ADN, c'est de là d'où on vient. Je rappelle Air Guadeloupe, Air Martinique, Air Saint-Martin. Et surtout que pour nos clients, c'est important. Un chef d'entreprise, il va faire des affaires en Martinique, il veut aller à Paris, il veut avoir le même interlocuteur, le même service, le même programme de fidélisation. Et donc, bien évidemment, ça fait partie de la stratégie d'Air Caraïbes que de maintenir cette activité régionale. Est-ce que sur le plan international, d'une manière générale, pour Air Caraïbes et pour les autres, le low cost, ça fonctionne bien toujours? Alors, le low cost fonctionne sur le moyen courrier. Ryanair, EasyJet se sont lancés et bien évidemment ont gagné énormément d'argent. Alors, je ne parle pas de la crise Covid, parce que la crise Covid, tout le monde a souffert, qu'on soit low cost ou pas low cost. Mais c'est vrai que ces compagnies ont montré un business model qui gagnait de l'argent. Sur le low cost long courrier, par contre, c'est beaucoup. Parce que Caraïbes aussi a essayé le low cost. Voilà, alors on a monté une compagnie sœur qui s'appelle French Bee. Au début, on était parti sur du low cost long courrier. Donc on est un peu revenu sur cette position. Ça marche pas. Alors c'est une compagnie qui s'est bien développée sur la Réunion, sur aussi tout ce qui est San Francisco Papeete. Là on a lancé New York donc au mois de juillet 2021. Donc les clients d'Air Caraïbes, puisqu'on est en code share avec notre compagnie sœur, peuvent au départ de Paris acheter un billet sur le site Air Caraïbes pour aller à New York. Ça c'est bien de le rappeler. Et bénéficier des miles, bénéficier de tout le système d'Air Caraïbes. Mais c'est vrai qu'on a décidé de changer un peu notre approche marketing par rapport à French Bee pour arrêter la communication sur le low cost, parce qu'on voit que quand on est sur 8 heures de vol ou au-delà, les gens ils attendent quand même un service. On ne peut pas dire qu'on va juste donner de l'eau ou juste donner un sandwich. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et donc on a vu que même si on proposait ce produit-là, la part des personnes qui prenaient juste le billet avec le tarif, on va dire low cost, se réduisait comme peau de chagrin. Donc on a changé notre positionnement marketing pour French Bee. Alors, une autre chose, là, je parle à l'informaticien, au patron de formation du numérique. Est-ce que les nouveaux avions permettent des choses qui n'étaient pas permises autrefois en termes de communication, de son portable, de son ordinateur, etc. Oui, c'est vrai que moi j'ai commencé là-dedans. J'ai travaillé sur les systèmes embarqués de l'Airbus A380. C'est mon premier métier avant de rejoindre Air Caraïbes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les A350, ça n'a plus rien à voir avec les 330. Je pense qu'on avait le débat de savoir c'était quoi la différence entre les 330 Neo et les A350. Bon, c'est vraiment un saut de génération. Déjà en termes d'informatique embarquée,
C'est des avions qui permettent d'accumuler toutes les données des différents capteurs, à la fois sur les fuselages ou les moteurs, pour les envoyer au sol, pour faire de la maintenance préventive. C'est-à-dire qu'avant que l'avion se pose, on sait déjà quelle est la panne et on peut intervenir, aller chercher la pièce qui va bien. Là, on est en train de tester un tout nouveau système qui va nous permettre de prendre en fait les signes vitaux des passagers. Vous savez, des fois, un passager est malade à bord, on appelle un médecin, on est obligé de dérouter l'avion avec toute la gêne que ça peut occasionner. Là, maintenant, on va être capable de prendre quasiment tous le diagnostic du malade, les envoyer en fait ensuite au sol de façon à ce que des médecins puissent traiter l'information. On a aussi l'internet haut débit qui permet aux clients maintenant de pouvoir travailler, de regarder différents sites internet, de pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est-à-dire que pendant qu'on est aux Caraïbes, on peut regarder le Facebook de Canal 10. Bien, exactement, parce qu'on a du haut débit, ce qui n'était pas le cas avant. Là, on est sur du 20 mégas débit garanti pour ceux à qui ça parle. C'est-à-dire qu'en gros, on a une connexion de très très haut niveau qui permet de fonctionner comme si on était à la maison. Et donc en fait, que ce soit pour, on va dire, toute la partie maintenance de l'avion, tout ce qui est client et même pour les passagers, etc. Ça c'est un saut en avant. Et je tiens à dire aussi pour les pilotes, un jour peut-être, ça sera intéressant d'inviter un pilote guadeloupéen. Je peux vous donner deux noms de jeunes guadeloupéens qui sont commandants de bord à 350. On en a 7 ou 8 qui sont à ces niveaux et qui pourront un peu vous décrire l'avancée technologique du cockpit. Mais c'est vrai que c'est un saut en avant qu'il n'y a pas sur les 330. Dernière chose, Miami, c'est prévu ou pas ? Pas pour nous. Non. Pourquoi ? Non, pas pour nous. Ça, c'est aujourd'hui nos concurrents qui font ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre stratégie, on est plutôt dans une stratégie de développement. Et d'ailleurs, en tant que membre du conseil d'administration, ça sera justement mon mandat que de travailler là-dessus. Plutôt sur un développement long courrier. On l'a expliqué. Le développement du court courrier est compliqué. Et donc, on va ouvrir une nouvelle destination. Ça sera le Paris-Cancun. Le Paris-Cancun. Paris-Cancun, exactement. Au Mexique, exactement. Parce qu'on a une demande, on voit que ce sont des destinations qui plaisent. On a un certain nombre de tours opérateurs avec qui on travaille, qui nous ont demandé d'ouvrir cette route. Donc on va reprendre Cuba au mois d'octobre 2022. Et on enchaîne. Cuba, ce sera quoi ? Une fois par semaine comme avant ? Alors, 1 à 2 fois par semaine en fonction de la saison. Donc, pour tout ce qui est, on va dire, janvier, février, mars, c'est-à-dire l'hiver, là, on va aller 2 fois et ensuite, on va passer à une fréquence. Et donc, voilà, on continue notre croissance sur la Guyane. La Guyane aussi, on va passer en quotidien au départ de Paris. Alors, il y a une question qui se pose souvent, et on me l'a déjà posée ici. Pourquoi le tarif de la Guyane est presque aussi cher que celui de la France ? Au départ de Pointe-à-Pitre, je pense. Alors ça, il faut poser la question Air France, parce que c'est eux qui font les prix. Caraïbes ne fait pas Paris-Cayenne. Et c'est vrai qu'ils sont très très chers. Et d'ailleurs, le président de la collectivité de Guyane n'arrête pas de râler à cause de ça, parce que bien évidemment, c'est un frein à son développement. Non, nous sur le Paris-Cayenne, au contraire, on a tiré les prix vers le bas. Air France était seul. Nous sommes 2 maintenant, nous sommes arrivés en tant que challenger et on a tiré les prix vers le bas et ce qui a développé le trafic destination de la Guyane. Ça veut dire que les Caraïbes ne souffrent pas de la concurrence ? Au contraire, on est issu de la concurrence et la concurrence est saine. Elle permet à chacun de se challenger, de trouver des solutions pour tirer les prix vers le bas, pour offrir le meilleur service. Nous, pendant les 2 années de crise, on n'est pas resté les bras croisés. On a complètement mis à plat nos dysfonctionnements. On a essayé de se restructurer pour revenir plus fort. Et aujourd'hui, on est plus fort qu'au début de crise. Et donc, on est prêt pour la concurrence. Donc, ça veut dire que la crise a servi à quelque chose ? Bien évidemment, il faut toujours voir le côté positif. C'est sûr que ça nous a fait très, très mal économiquement. On a perdu des dizaines de millions d'euros. Mais bien évidemment, on a utilisé cette période-là pour essayer d'optimiser nos processus et être encore plus fort. Et moi, je vous garantis qu'aujourd'hui, le fonctionnement d'Air Caraïbes est mieux optimisé. Ça n'a rien à voir, mais j'ose quand même la question. Qu'on s'appelle Poulain, on ne peut pas ne pas penser au Caribjet.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que mon père, Éric Paulin, donc fondateur de la Carujet, je l'ai accompagné pendant de nombreuses années sur cet événement. On a fait la dernière édition il y a maintenant 3 ans. Après, c'est vrai que la crise du Covid, c'était très très compliqué de lancer des événements de ce type-là. Maintenant, il s'est projeté sur un autre projet qui est la MG Race, donc qui sera à Marie-Galante, qui sera une course internationale de jet ski. Et bien évidemment, je serai toujours à ses côtés. Je suis son fils, je lui dois beaucoup. Donc, j'ai pas le choix. Et même, c'est avec plaisir. Si je peux au moins le soutenir moralement, faire en sorte s'il a des questions, d'essayer de l'aider. Donc, bien évidemment, là-dessus, voilà. Et on va le recevoir ici. Il faudra le recevoir. Il en parlera mieux que moi. Okay. Un petit mot peut-être sur juste l'écologie, parce que c'est un terme... La question justement aujourd'hui de la transition écologique, parce qu'on sait que les avions, effectivement, entre guillemets, polluent. Alors, est-ce que Air Caraïbes a pensé à ce... Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, parce que nos A350 sont des avions de nouvelle génération. Ils ont été pensés par Airbus pour pouvoir justement faire moins 25% d'émissions de CO2. Et de consommation de carburant. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'avion le plus écologique du marché. Ça, c'est de loin. Il y a des Green Pilotes aussi. Voilà. En plus de ça, en interne, on a lancé un projet interne qui s'appelle le Green Pilot, c'est-à-dire qui permet en fait à nos pilotes, c'est une certification, c'est-à-dire qu'on a été certifié, ce qui permet en fait de garantir que nos pilotes, à chaque fois qu'ils partent de Paris pour arriver aux Antilles, ils utilisent le moins de carburant possible. On a aussi lancé un autre projet où je voudrais en dire un petit mot parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. C'est justement sur la compensation carbone, c'est-à-dire qu'on sait que de toute façon, on est une compagnie aérienne, qu'on rejette du CO2, même si on essaye de faire des efforts avec nos pilotes, avec les avions sur lesquels on investit, de pouvoir donc calculer le nombre de CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère et ensuite de faire des projets de compensation. Alors, ce ne sont pas des projets de compensation où on va passer par un organisme pour aller planter des arbres en Australie. Nous, on veut vraiment agir sur nos territoires, c'est-à-dire travailler sur la mangrove, travailler sur les coraux, travailler sur nos plages, travailler sur des projets avec des associations, des organismes qui sont basés en Martinique et en Guadeloupe pour pouvoir améliorer et faire en sorte que notre territoire puisse bénéficier quelque part de notre manne financière et de pouvoir ensuite injecter de l'argent dans ces associations. Et j'ai même pas parlé de tous les partenariats de Air Caraïbes avec le milieu culturel. Oui, non, mais ça, faudrait en parler, mais c'est vrai que ça sera un peu long parce que depuis 18 ans, et je tiens à souligner le travail de Véronique Malialin, que vous avez déjà reçu sur ce plateau, qui est une vraie Guadeloupéenne, qui s'investit pour son pays et qui fait des partenariats avec tout le monde, que ce soit les courses de bœufs de bœufs tyrans, que ce soit les musiciens, que ce soit aussi les associations sportives, donc elle est partout. Et c'est vrai que les associations sportives ont besoin du soutien d'Air Caraïbes. Ok, Joanne, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Bon vol. Merci. Au conseil d'administration. Voilà, à 12h59, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité, François-Xavier Bonneuf, qui est déjà là tout de suite. Voilà, il est 13h05 dans ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir le patron de Caribto. Bonjour François. Bonjour Dani. Merci pour l'invitation. Qui est à la rue Boisneuf, nous on parler de ça tout à l'heure. On va parler de son entreprise. Mais avant, on va faire un tour dans l'actualité. Ce matin, il y avait une marche contre l'agression de 2 membres du personnel du collège Koubarila Pointe-Noire, des enseignants qui ont été maltraités. Pourquoi, on n'a pas très bien compris. Résultat de l'enquête avec Maxime Morel qui était sur place. La marche a été initiée par les enseignants depuis vendredi après-midi parce qu'il était important d'apporter notre soutien, en particulier à Madame la CPE qui a été violemment attaquée. Et important aussi de montrer à la commune de Pointe-Noire que nous voulons travailler dans le calme et la sérénité et que nous avons à cœur la réussite de leurs enfants. C'est plus qu'important pour moi et à 2 niveaux parce que je suis maire de Pointe-Noire dans un premier temps et dans un second temps j'ai été un enseignant. Je ne peux pas en tant qu'ancien enseignant accepter que la jeunesse pointe-noirienne se livre à des agressions envers les enseignants. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je n'avais jamais connu ça dans ce collège. On dit peut-être parce que c'est dû à la situation actuelle, mais
je ne peux pas confirmer. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on n'a pas connu ça au collège et qu'il y a certains parents qui sont de plus en plus, certains, je ne dis pas tous, certains qui sont agressifs. Il y a un climat d'insécurité qui se met en place depuis quelque temps vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis du corps enseignant de la direction. Donc il était important pour nous ce matin de se rassembler, d'avoir une réunion, une rencontre, une marche pour dire stop à cette situation qui va en se dégradant. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, il y a beaucoup de paramètres et il faudrait qu'on les prenne les uns après les autres et voir autant que faire se peut quels sont les paramètres qu'on pourrait aborder et les résoudre. C'est vrai que ce n'est pas un fait spécialement à Courbaril, à Pointe-Noire. Je veux dire, quand on écoute les actualités de par le monde, on est dans un état de, entre guillemets, de violence. Mais l'école est quand même un lieu sanctuarisé et on ne peut pas admettre que ce qui se passe dehors puisse se passer au collège. Donc il faut rééduquer, faire une coéducation. Mais la famille, les parents ont un gros travail aussi à faire. Nous devons tous faire ce travail si nous voulons que demain, nos enfants soient vraiment, je dirais, des adultes bien équilibrés. Permettre à chacun, à ce que chacun retrouve sa place. L'enseignant dans sa salle de classe, le parent dans son rôle de parent, l'élève dans son métier d'élève et l'établissement dans ce cadre serein qu'il doit apporter pour que les élèves, les enseignants, chacun puisse exercer leur métier dans des conditions qui soient optimales. Non à la violence, non à l'insécurité, non aux discriminations, non à tout butin, au seul butin, c'est devant pour tout le monde réussir. En espérant que le cri sera entendu, et bien, effectivement, on va agresser un professeur ou un principal de collège, alors que finalement, c'est éduqué qui a éduqué Timoun nous. Candidature, alors là, on parle de politique, on parle au Lamentin, puisque le Lamentin n'a plus de maire, puisque vous savez que l'ancien maire qui était président de l'association des maires a été démis de ses fonctions suite au tribunal administratif. Et donc, les candidatures commencent à se faire au jour. On sait que Georges Boucard va se présenter au Lamentin. Georges Boucard, c'est mon Zabim, mais enfin, il est Lamentin. Et là, c'est Toribio, José Toribio, qu'on connaît, qui a été maire du Lamentin. Sa candidature, Olivier Moradel a recueilli ici beaucoup. Mon plus jeune âge, j'ai ma famille, mes parents qui ont toujours voté l'équipe José Toribio. Donc du coup, comme nous puissions voir aujourd'hui, âgé de 29 ans, j'ai bien vu depuis mon enfance le changement qu'il y a eu, surtout aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je suis là en tant que jeune. Je souhaite vraiment l'évolution, la réalisation de projets aux côtés de M. José Toribio, où je suis sûre, persuadée que c'est le seul et l'unique qui pourra remonter notre commune. En tant que jeune, je veux vraiment une évolution. Je veux pouvoir être fière de ma commune, fière de ma ville et fière de dire que je suis lamantinoise aujourd'hui. José Toribio, c'est un membre éminent du parti et c'est l'occasion pour nous aussi de récupérer une commune parce qu'au-delà de la commune du Lamentin, comme j'ai pu l'expliquer, c'est un enjeu pour la Guadeloupe parce qu'il est temps aussi que le Parti socialiste guadeloupéen montre aux Guadeloupéens qu'il a des vrais projets pour la Guadeloupe, pour le Lamentin, qui ont fait leurs preuves. Il y a un enjeu social, parce que la Guadeloupe est dans une grasse crise sociale, mais il y a un enjeu aussi de solidarité, un enjeu aussi économique, parce qu'il faut montrer aussi qu'on est en capacité de gestion et d'organiser le pays, d'organiser la commune du Lamentin, d'aller un peu plus loin de ce que l'on veut faire. José l'a montré quand il a créé les premières agglomérations, il l'a montré dans la gestion du Lamentin, et il faut qu'on aille un peu plus loin dans cela. Donc voilà que le parti met toutes ses forces pour espérer, au mois de mars, triompher dès le 13 mars, ici au Lamentin. On ne peut pas être autre que motivé quand on sait que ces élections viennent parce qu'il y a eu tricherie. Et il y a beaucoup de tentatives de vol dans cette municipalité passée. Donc, c'est l'une des motivations qu'on remette droit les choses, qu'on remette l'honnêteté au sein du dispositif municipal. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui me motive? C'est que le Lamentin va mal. Regardez vous-même. Du point de vue financier, la Chambre régionale des comptes, dans une décision du 20 décembre dernier, donc c'est tout frais, vient de dire que nous finissons l'année 2021 avec un déficit de 3 577 278 euros. Ça, c'était le 20 décembre, mais les factures qui arrivent après le 20 décembre. Et la journée complémentaire jusqu'au 21 janvier, tout ça, ça me laisse supposer qu'on va finir un déficit d'environ 4 millions, à peu près. Bon, donc il faut remettre de l'ordre dans les finances. Ravir une chose n'est jamais terminé, il faut le faire.
les chemins ne sont pas bons, il n'y a pas d'éclairage public. Traverser le soir, le territoire globalement du Lamentin, il n'y a pas. Les bâtiments ne sont pas en état, l'église coule, les fidèles ne peuvent pas s'adonner à leur recueillement comme en toute normalité. La médiathèque ne fonctionne pas, de l'eau coule sur les livres. On brûle des livres à la médiathèque. Je crois que c'est Heinrich Heine qui disait, là où on brûle des livres, on s'apprête à brûler des hommes. Bon. Rien ne fonctionne aujourd'hui au Lamentin, sinon que l'esbrouf, sinon que la communication à tout va, sinon que des mensonges. Je veux que les choses reprennent et qu'il y ait paisibilité au Lamentin. Bon, pour l'instant, José Toribio, Jocelyn Sapouti, Georges Boucor, il y aura sûrement d'autres candidats avant le 13 mars. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Alors, je voulais dire, on va recevoir un invité, point 3, avec un nom bien, point 3, François-Xavier Boisneuf. Il est chef d'entreprise, il a lancé Caribto et pas que, il y a la Factory aussi. Merci d'être avec nous. Enfin, merci enfin d'avoir pensé à moi. Oui, mais il n'est jamais trop tard pour mal faire. C'est clair. Il y a encore mieux pour bien faire. Alors, François-Xavier, alors, quelle est la structure un petit peu qui a été mise en place progressivement? Comment ça s'est passé? Alors, début laborieux au départ parce qu'on arrivait avec un produit qui n'était pas connu du tout, c'est les tuk-tuk. Et donc, ne serait-ce que déjà au départ, même dans l'installation de ce qu'on voulait faire, ça a été compliqué. Donc, pour les faire arriver en Guadeloupe, après pour les immatriculer, ensuite pour les assurer, parce que pareil, c'est quelque chose qui était tout nouveau et donc... on a eu du mal à trouver des compagnies d'assurance qui voulaient nous suivre dans notre projet, par exemple. Enfin bref, ça a été déjà un combat dès le premier jour. Rien ne s'est passé comme prévu et c'est comme ça que finalement est né Factory. Et je me dis que heureusement que rien ne s'est passé. Alors Factory est né après... Carrément, parce qu'en fait, l'idée, c'était au départ les tours. Oui. C'était ça mon projet de départ. Et en fait... Combien de places dans les petits véhicules? Il y en a 6. 6 places quand même. Ouais. Et donc, les véhicules n'arrivant pas à temps, on a été obligé il a fallu que je me creuse la tête pour trouver quelque chose qui me permettait d'attendre l'arrivée des véhicules, de tenir le coup, mais en même temps qui soit complémentaire à mon produit initial qui était les véhicules. Oui. Donc la réflexion au départ, ça a démarré, je me suis dit je vais faire un magasin spécialisé dans le recyclage, donc dans tout ce qui est transformé à partir de matériaux recyclés. Malheureusement, en Guadeloupe, on n'a pas suffisamment d'artisans dans ce domaine, qui aurait permis d'achalander tout de manière. Ça commence, hein, François. Ça devient, oui. Mais en tout cas, il y a 4 ans, quand moi j'ai voulu monter ça, il n'y avait pas suffisamment de matière pour pouvoir achalander toute une boutique. Donc du coup, la transition n'est pas très loin de matériaux écologiques. On est parti sur production locale, bio, native, nous. Et voilà comment est né The Factory, qui au départ, comme je dis, était censé être un palliatif et qui finalement a pris encore plus le capitaine d'industrie, comme on dit. Carrément, ouais. C'est exactement ça. Donc, comme quoi... Alors, les tours, finalement, c'était lié aussi au tourisme de croisière. Clairement. Donc, 80% de notre cible sur ce produit-là, c'était les croisiéristes, puisque forcément, à la rue Achille-René Boisneuf, on est situé à même pas 50 mètres de la sortie du terminal. Ouais. Donc, nous, en Chiméayo. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer les véhicules. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, d'ailleurs, puisque dès que les gens passaient, forcément, ça interpelle, ils posent des questions, ils veulent savoir combien ça coûte, etc. Et nous, après, c'est à nous de faire le job pour proposer le service, faire en sorte que appâter le client, quoi. Alors, un point tapis de tour, c'était quoi exactement? Nous, en fait, on a défini dès le départ, 3 tours qui étaient un petit tour découverte de vraiment une demi-heure pour les gens qui ne voulaient pas forcément mettre un gros budget, etc., etc. Après, on a fait un tour classique qui est le tour général vraiment de la ville où là, ça prenait 1h30 où on rentre plus dans les détails, où on voit plus d'endroits et tout. Et enfin, un dernier tour qui était en nocturne, parce qu'on avait un bateau de croisière qui repartait à 22h et donc ça nous laissait la possibilité de proposer une activité nocturne, donc un point tapis de by night en fait, en gros. Et donc
Le problème qu'on a eu avec ça, c'est qu'effectivement, on arrivait à capter les croisiéristes, mais le Covid, entre-temps, est arrivé, puisque concrètement, on a exploité les véhicules avec les croisiéristes, je dirais, 1 saison et demie. Et donc, le Covid est arrivé tout de suite après. Et là, il a fallu encore une fois se réinventer, ou en tout cas trouver le moyen d'attirer les Guadeloupéens vers notre produit. Parce que tu connais déjà qui Jean Pépanouillet. Ah, tu vois, tu as touriste là, on va monter dans ça. Ouais. Donc, ce que je peux comprendre, mais il a fallu qu'à ce moment-là, je trouve vraiment un produit d'appel pour leur montrer qu'il n'y a pas un qui bat touriste, que nous aussi, nous pouvons servir avec, nous pouvons valoriser des certains bitins en nous, comme Histoire en nous, par exemple, avec ces véhicules-là. Et c'est comme ça que j'ai monté le Black History Tour, pour pouvoir justement aider les Guadeloupéens à se réapproprier leur histoire, qui malheureusement n'est pas au programme de l'éducation nationale, ou en tout cas en très faible quantité. Et donc voilà, donc on a monté ce tour-là qui prend de plus en plus d'ampleur et qui plaît vraiment à toutes les générations. Le Black Story Tour, alors c'est quoi exactement? Eh bien, alors c'est l'histoire des luttes, alors pas que des luttes, mais l'histoire de la formation de la société guadeloupéenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, depuis 1802, donc l'épopée Ignace Delgrès et tous les autres héros de la Révolution de Guadeloupe, en passant par l'arrivée des premiers Indiens, le combat d'Henri Sidon Barhomme, mai 67. Et le combat de Boisneuf alors? On en parle au début, puisque forcément notre tour démarre à la rue Achille René Boisneuf, donc charité bien ordonnée commence par soi-même, comme dit le vieil adage. Donc forcément, je réhabilite, entre guillemets, la mémoire de mon arrière-grand-père, puisque tout le monde connaît la rue Achille René Boisneuf. C'est le gros problème qu'on a, et c'est pour ça aussi que j'ai monté ce tour-là. Tu vois, moi le premier, à l'école française, comme tout le monde. Donc, nous tous connaissons les châteaux de la Loire, François Ier, Charles de Gaulle, Louis XIV, Versailles, Jeanne, tous ces bitins là, ça. Pour mon passe à dire qui est Gertier Archimède, pour mon passe à dire qui est Légitimus, qui est Paul Valentino. Exactement. Non, c'est vrai. Et on a des figures emblématiques dans ce pays. Et c'est peut-être ça aussi qui nous montre pourquoi on a autant de problèmes dans la jeunesse, dans tout ça. Peut-être parce qu'on n'a pas ces figures, tu vois, ces modèles auxquels on peut se référer pour pouvoir justement se construire, nous construire notre jeunesse, construire notre avenir. Parce que si on passe à voir le roman national. Le roman national français, justement, mais moi. Nous, roman national en nous, tu vois, mais quelque part, avec tout là, ça, c'est en cas essayer de déconstruire le roman national français. Par exemple, on fait un arrêt devant le musée Victor Schœlcher. Donc, tu sais, Victor Schœlcher a été décrié beaucoup par rapport à quoi finalement, parce que qu'est-ce qu'on décrit? Moi, pas penser Victor Schœlcher c'était un si mauvais bouc que ça, mais ce qu'on décrit, c'est ce qu'on a fait le roman national français qui érigeait en libérateur à nègre, en minimisant nous, ça nous gourmet pour te libérer nous, et c'est là où le bas blesse. Victor Schœlcher en lui-même, quand nous peut vraiment reprocher, tu vois, pas grandes affaires. Mais, comme je te dis, le roman national français, de la même façon qu'il a érigé Napoléon, héros, enfin bref, voilà, on a notre histoire qui nous est propre, et c'est celle-là que j'essaie de partager avec mes compatriotes. Il y a quand même des lieux très emblématiques, en passant par des monuments, des sculptures, Place de la Victoire, Place la place. C'était un ancien, enfin, la sous-préfecture là, c'était un ancien prison militaire. C'était une garnison, c'était une garnison, la garnison de l'armée française, après c'est devenu un hôpital. La guillotine a été aussi. Exactement, et d'ailleurs on fait un arrêt au niveau du mémorial sans chaîne, devant lequel tout le monde passe tous les jours. Toi, tu chaînes qu'à prendre là, mais tout le monde pas qu'à demander yoka, ça veut dire ça. Et ça commémore 2 événements majeurs dans notre histoire qui sont déroulés à quasiment 1 siècle et demi d'intervalle. Tu as donc 1802, la guillotine, comme tu disais, et mai 67, qui a eu lieu 150 ans plus tard, au même endroit. Donc, en cas de trouver, c'est quand même des moments
très important histoire à Guadeloupéen pour que nous puissions passer devant ça, tout ça comme ça tous les jours sans même garder. Alors est-ce que Guadeloupéen commence à venir dans ces Black Memory Tour là? Eh bien de plus en plus, et pas que Guadeloupéen en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça très cosmopolite finalement, parce que n'y a l'autre monde qui a installé au Guadeloupe et qui a cherché finalement à connaître l'histoire de Guadeloupe, peut-être pour mieux intégrer un pays là, il y a qu'à trouver ça en démarche plutôt saine. Alors, est-ce que vous arrivez jusqu'au mémorial A? Bien sûr. Ah ouais, oui, la base. La base. On ne peut pas ne pas passer. Alors, après, chacun pense ce qu'il pense du Memorial Act. Moi, j'ai mon avis sur la question que je ne partagerai pas ici. Oui. Mais c'est quand même dans le cadre d'un tour comme le Black History Tour, c'est un lieu de passage incontournable. Voilà. Alors, ni le Black History Tour, vous savez qu'on ni le Black Month Cinéma actuellement? Pas au cinéma. Non, alors, nous pouvons faire un lionnage, mais ça veut dire qu'il faut mener ces gens-là au cinéma. C'est ouais, effectivement, pas te voir comme ça, bien vu, en cas embauché. Alors, autre question, François-Xavier. Alors, Achille Oni-Boisneuf, bon, quand tu as dit, beaucoup de gens entendent, savent qu'un nouveau Achille Oni-Boisneuf, tu vas dire, ah ouais, c'est là la BNP, c'est là la Brédier, mais à part de ça, il ne faut pas connaître l'histoire-là. Est-ce que toi, en tant que arrière petit-fils de Achille Oni-Boisneuf, il y a un travail à faire pour restituer sa mémoire et ce qu'il a écrit, parce que dans les journaux de l'époque, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de voir ça, il paraît si mécroisé, le père Achille. Hein. Il portait un paquet de neuf même, et c'est justement pour ça que je trouve dommage qu'il ne soit pas plus présent dans la mémoire collective. Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, là, on a gardé les autres, on a dit que finalement, c'est tout le monde le gère à la même enseigne, parce qu'il n'y a pas rien qui lit qui fait, ni plein d'autres qui fait, et puis finalement, il y a point, il n'y a pas valorisé. Donc, moi, je prêche pour ma chapelle. Hein. Normal. C'est normal. Voilà. Oui. Donc, déjà, le fait d'installer moi là, ça, on peut bien s'y poser à Pont Hasard. C'est pas un hasard. Vraiment ça, c'est pas un hasard. Quelque chose de très, très, très recherché. Et en plus, j'arrive à me retrouver dans un local qui est situé quasiment en face des mairies là, Donc, je dirais que demande le peuple, tu vois. Et moi, mon tour, il commence par là, donc où j'explique le travail d'Achille Oni-Boisneuf au-delà de son mandat de maire, mais je parle surtout de son mandat de député aussi. De la lutte qu'il a menée notamment pour les ouvriers guadeloupéens, pour qu'on leur verse des salaires plus décents. C'est à l'époque, il demandait que le salaire de l'ouvrier guadeloupéen soit aligné sur celui des ouvriers français. Et tu sais qu'à l'époque, en France, c'est la bonne agir minage, charbon, tout ça. Et on voit qu'ils n'ont jamais qu'à payer ces messieurs. Donc, on a laissé imaginer, j'en s'intéresse bon nous, tu vois. Donc, ça, c'est un truc, mais il a été aussi avec le député Martiniquais Lagrosillard, un des premiers à demander pas la départementalisation, parce que à cette époque-là, mais on va dire jeter les bases, en tout cas, de la départementalisation, en demandant, à ce que les colonies martiniquaises et guadeloupéennes aient presque les mêmes avantages qu'en France, en tout cas. Donc ça, c'est déjà deux éléments quand même assez importants. Lui va mourir en 1927 et on sera département français en 46. Donc s'imagine, 20 ans après. Donc ça prend 6 ans quand même. C'était pas gagné, apparemment. Alors certaines personnes vont te dire, ouais, mais c'est de l'assimilation parce qu'ils m'ont dit à Vinpi français encore, tu vois. Et moi, je leur dirais à ces gens-là, ça qu'il faut peut-être remettre dans le contexte de l'époque. De l'époque, on était une colonie, on était une vraie colonie. Je donne une colonie toujours, mais c'est notre modèle de colonie. Non, mais là, on peut acheter un petit voiture, on peut vivre, tu vois, mais là, en temps là, ça pas tenir rien. Bon, ni bon documentaire, on l'a, monsieur? Malheureusement, non. J'essaie de travailler dessus avec un monsieur que tu dois connaître bien, Ben Jiwa. Je lui ai proposé d'ailleurs qu'on essaie de faire un truc ensemble. Il y a aussi, alors j'ai retrouvé un des écrits d'Achille Oni-Boisneuf qui est un récit quasiment autobiographique en fait. Hein. Et là en fait je suis dans un travail de réécriture et j'aimerais, enfin je l'ai en tout cas proposé aux éditions Jazor pour qu'on puisse rééditer. Parce qu'il n'y a aucune statue de... Si, il y en a une. Il y a une où? Dans l'hémicycle du conseil départemental, du palais du conseil départemental, le buste. Mais sinon à Pointe-à-Pitre même pas, il n'y a rien.
rien même, pas mon plat. À part, encore là, il a seulement resté. Ben, c'est déjà pas mal. Ouais. Nilari là, et il y a la médiathèque, qui est également médiathèque à Chilou-Boisneuf. Donc, bon, c'est déjà un hommage. Tu vois, moi au-delà de hommage de machin, moi, j'aurais voulu que les gens sachent ce qu'il a fait. Et je pense que rééditer ce bouquin-là, et le pire, c'est que le livre là, que 100 ans plus tard, en fait, le livre a été écrit en 1920. Donc, plus de 100 ans plus tard. Oui, ça va changer. Dit ça parce que ça a fait mal, mais franchement, c'est un déconseil. Quel lit de toute façon. On peut venir présenter, on peut inviter moi. Mais pas de problème. On dit ça. Ok. Bon, ben, Black Pointe-à-Pitou, là, comme ça, Black Story Tour, là, c'est tous les matins, tous les jours, tous les cuisines. Alors, non, nous avons programmé des sessions, mais en fait, là, dans le cadre justement du Black History Month, parce que le Cinestar a fait ça, mais c'est en manifestation, à la base, c'est en bitin américain. Tout à fait. Donc, nous pas dans des démarches de réappropriation à ça américain qu'a fait, puisque l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, aux Antilles n'est pas vraiment la même, mais même pas du tout la même, mais nous ni quand même au mois de février des dates très important en Guadeloupe, mais pas seulement. On y février 74 en Martinique, on y février 52 en Guadeloupe, on y le 4 février que je ne comprends pas comment cette date-là, ça n'est pas première abolition. Comment cette date-là, ça n'est pas plus commémorée, valorisée. Tout le monde connaît 27 000 parce qu'il n'est pas février. Oui, peut-être aussi. C'est ça. C'était d'être février. Alors, dans ce cas-là, tu vois. Parce que voilà. Il faut dire aussi que l'histoire, des fois, pas nous écrit, c'est ça le problème-là. Ben, clairement, c'est l'histoire écrite par les vainqueurs. Il y a des historiens qui répondent, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore dans l'histoire. Je discutais avec un historien ce week-end et il me dit, moi, non, un demi, il me dit, tellement c'est la Guadeloupe qu'on va te connaître. Moi, quand tu as maîtrisé un paquet, ben, rendre compte que. Bon, de toute façon, nous cassons le livre là, ça. Dans combien de temps? Alors là, je suis en plein taf de réécriture. Donc, comme on a fait un lobby en même temps, donc on a essayé de faire le plus vite possible, mais ça compliqué parce que nous, on est en permanence. Et donc là, ce qui est affiché à l'écran, c'est donc notre premier rendez-vous, voilà, mercredi, de ce Black History Month que nous avons fait à K Factory. Et donc, il y aura encore d'autres rendez-vous. On va recevoir Harry Broussillon pour son livre La négratitude au travail. Il a également écrit un livre sur l'esclave Gertrude, qui pareil, alors ça aussi c'est important, on va faire un focus durant ce mois-ci, on va faire 2 vendredis où on va faire un focus sur les femmes noires d'influence, parce que très souvent nous avons parlé des Ignace, des Delgrès, de tous ces bougas, celle monde-là c'est solitude et c'est tous les autres, donc fameuse Gertrude là qu'a parlé là, on y Montoto qui était Madame Adèle Grèce, on y Eugénie Tel qui était Madame Félix Seboué, on y Gertie Archimède, on y des mondes même plus contemporains, enfin ni en le monde. Donc l'idée ce sera de débattre autour du parcours de plusieurs femmes noires, nous qu'il y a aussi Angers, des quiz si les femmes noires, etc. Et donc c'est en soirée, ben Madame, donc pour ces Madame là, beau compter entre eux et pour que on remette la femme noire au centre. Ouais, parce que nous pas parler d'eux. Derrière chaque homme, il y a une femme. On va pas parler Il paraît. 13h30. Merci en tout cas, François, pour ta première venue ici. Ce ne sera pas la dernière. J'espère bien. Oui, pas de problème. De toute façon, nous ni en lobby encore à présenter ou à proposer. Pas de bon problème. Avec plaisir. On prend la pause. On se retrouve tout à l'heure avec Kenny Chamougon. On l'attend déjà tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News et on va tomber dans la rubrique de notre ami Kenny. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. C'est Digital for Us, je dis. C'est parti pour le générique. Oh, tu nous as emmené un confrère pratiquement. Un confrère à toi. Oui, un confrère, oui, c'est ce que je dis. Bonjour, monsieur Perrier. Bonjour. Vous avez un nom qui fait pchit. Il paraît. Il paraît que je fais souvent des bulles. Oui, voilà. Alors, il est directeur général de France Antilles, journal qui est mort, ressuscité, remort, ressuscité. Il est en quel état en ce moment, le journal? Mais il n'est pas mort, donc ça veut dire qu'il a ressuscité. Il va bien, il se porte bien, il évolue et on avance.
Et on est là. Bon. Voilà, comme je dis, on est là, vos téléspectateurs, on est là. Voilà. Bon, tant mieux. Qui dit ça à toi? Donc Claude Perret, qui avant d'arriver à France-Antilles, c'était l'ancien PDG de la Provence et de Corse-Matin. Oui. Et son arrivée à France-Antilles est un peu cocasse parce qu'il est arrivé en pleine pandémie, donc 1er septembre 2020, c'est bien ça? C'est ça. Et donc la question, c'est quelle a été la stratégie de relance à ton arrivée au sein de ce groupe France-Antilles et France-Guyane aussi? C'est vrai que quand Xavier Niel m'a proposé de venir aux Antilles pour reprendre France-Antilles, de ce que je connaissais, c'était un journal qui était mort. Oui. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on a essayé en tout cas de le ressusciter. Avec l'objectif, c'était de repartir. Et surtout de relancer l'activité, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et de faire ressortir le journal et puis surtout le développer. On est à ce que j'ai bien compris, il y a la stratégie a changé. Hein, et comme tu le dis très bien, on passe d'un journal de proximité à un média global. Oui, souvent quand on croit que nous sommes qu'un journal, non. On est un média global. On va développer l'événementiel. Malheureusement, c'est vrai que moi, je suis arrivé en plein Covid depuis 1 an et demi et c'est compliqué de relancer ça. Mais voilà, on voit bien avec le hub qui va se tenir demain, le hub économique en Guadeloupe et jeudi en Martinique. C'est relancer aussi tout ce qui est web, puisque aujourd'hui on fait 8 millions de pages vues et 1,5 million de visiteurs uniques. C'est un média global, ce n'est pas que du papier. C'est du numérique, c'est de l'événementiel. Et puis, s'il y a autre chose qui se présente, pourquoi pas? Donc, quelle place alors le numérique a eu dans cette relance à ton arrivée? Ça a été une part importante, sans négliger le journal, parce que quand un journal s'arrête, se meurt, les gens se détournent sur le web. Et c'est vrai qu'il faut redonner, en tout cas, l'envie aux lecteurs de revenir. La chance que l'on a aussi, c'est que c'est une marque, France-Antilles est une marque attachée à ce territoire et à ces territoires. Et donc, à travers la relance du papier, les lecteurs sont revenus. Alors, il faut toujours aussi on va dire, apporter de nouvelles choses et en parallèle faire du numérique, parce que qui aujourd'hui n'a pas son smartphone, et puis surtout l'objectif c'était de faire rayonner France-Antilles hors de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et surtout aussi de l'Hexagone, parce qu'il y a une grosse communauté. Et quand on regarde le numérique à France-Antilles, 30% de la population vit en dehors de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Donc on a une population dans l'Hexagone qui est importante. Donc c'était aussi leur apporter les informations. En termes de métiers, donc quel a été l'impact des nouveaux métiers liés au numérique dans cette nouvelle stratégie et dans le fonctionnement actuel? Les nouveaux métiers, c'est déjà au niveau des journalistes, passer du papier au numérique. Donc il y a on va dire une certaine transition, une adaptation. On commence à faire un petit peu de la vidéo. Mais bon, il faut que ça prenne un petit peu de temps. Il fallait relancer le journal. On travaille énormément aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, Instagram. Et puis aussi, c'est d'apporter une valeur ajoutée de ce qu'on peut avoir au papier, notamment aussi au niveau des abonnements. On est parti de zéro et à ce jour, on a 4000 abonnés numériques. Donc, ils peuvent regarder tous les jours sur leur smartphone ou téléphone le journal. Mais c'est pas un petit peu l'avenir du journal aujourd'hui, c'est pas le numérique, parce que quand on voit un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, même en France, je prends un journal qui était aussi emblématique au France-Antilles, qui avait le même prénom, France Soir, qui est devenu un journal numérique, enfin bon, avec beaucoup de fake news bien sûr, mais enfin il est quand même numérique. Est-ce que c'est pas l'avenir de France-Antilles? L'avenir, moi je dirais, il est global. Le papier restera toujours le papier. La chance que nous avons, c'est que nous sommes le seul journal. Quand vous travaillez dans l'Hexagone, moi je dirigeais la Provence, dans les kiosques, il y avait Le Parisien, il y avait le Monde, etc. Voilà. Là, on est les seuls. On est les seuls, avec vous d'ailleurs, que ce soit des télévisions ou des radios, à parler à des lectrices et des lecteurs qui sont du territoire. Et c'est ça notre force. Après, vous savez très bien qu'il y a une population qui est aussi vieillissante,
de seniors comme moi, et qui on va dire le smartphone ou lire sur une tablette, ça, voilà, c'est pas leur appétence, donc ils préfèrent le papier. Donc je crois en tout cas au papier, et en tout cas on fait tout pour le développer. Très bien. On a donc directeur général de France Antilles, de France Guyane. Comment fonctionne la ligne éditoriale sur les 3 départements? La ligne éditoriale, il y a une rédactrice en chef qui est guadeloupéenne en Guadeloupe, un rédacteur en chef qui est martiniquais en Martinique, et puis pareil en Guyane. Et c'est vrai que voilà, moi je laisse l'éditorial aux journalistes, et la ligne éditoriale, voilà, on sait que c'est un journal populaire de proximité. Je leur fais une entière confiance, et en tout cas je ne vais pas m'immiscer dans l'éditorial. C'est pas ma fonction. Très bien. Revenons sur la nouvelle stratégie de France Antilles, qui consiste à passer d'un journal de proximité à un média global avec le développement de l'événementiel. Et donc on est là aujourd'hui pour parler du Hub Éco qui aura lieu demain soir. Donc qu'est-ce que le Hub Éco? Le Hub Éco, c'est rassembler un certain nombre de partenaires qui se sont associés à notre marque. Donc je ne vais pas les citer, vous les voyez au niveau de l'antenne. Voilà. Donc ça va de la Caisse d'épargne, la BPI, EDF, et puis il y en a d'autres, et qui je ne veux pas me méprendre, voilà, les méprendre de ne pas les citer. Mais c'est un ensemble d'entreprises qui viennent pour parler économie, et on a un expert. Donc là, on a le patron, le directeur exécutif de la BPI qui est venu de l'Hexagone. Il sera mardi, donc demain en Guadeloupe, et jeudi en Martinique. Et l'objectif, c'est de traiter un sujet avec ces entrepreneurs, et femmes et hommes qui sont sur le territoire, et voir comment on peut avancer tous ensemble, et surtout retracer ce qui se dit dans le journal, sur le web, et aussi, grâce à vous, un Facebook Like demain. Donc c'est une communauté de chaînes d'entreprises qui s'associent à une marque, France Antilles, comme nous on s'associe à ces entreprises, pour faire évoluer, on va dire, les choses positivement, parce que malheureusement, depuis 1 an et demi, on vit dans une situation qui est compliquée, et on essaie, en tout cas, nous, à travers notre média, de parler de ces entreprises aussi, parce que souvent on en parle peu, et l'objectif, c'est à travers notre journal, à travers le web, à travers aussi la vidéo, retracer ce qui se passe dans le territoire, avec eux. Et quelle sera la thématique abordée demain soir? C'est la relance. Donc la BPI, la banque d'investissement, c'est tout ce que, on va dire, l'État et la BPI peut apporter aux entreprises pour le plan de relance, bien que même que ça soit compliqué, il faut garder la pêche, il faut garder la patate, il faut avancer, parce que moi je vois, j'ai 130 familles, 130 personnes qui sont dans le journal. Il faut avancer, parce qu'il faut préserver l'emploi, il faut se développer, et même c'est dans les difficultés qu'on se remet en question. Donc il va venir, Patrice Béguet va venir demain parler de ce sujet, la relance, et comment on peut relancer, on va dire, notre activité qui a été ternie ces derniers jours, et moi. On a bien compris que Covid oblige, ce ne sera pas ouvert à tout le monde. Pour ceux qui ne peuvent pas être en présentiel, comment ils font alors? Écoutez, ceux qui ne sont pas en présentiel vont sur les réseaux sociaux, parce on en parlait, et c'est vrai que demain on a, je crois, 80 ou 90 personnes, ce qui est bien pour une première, parce que vous me parliez tout à l'heure de l'événementiel. Compte tenu de ce qui se passe, on pourrait dire on ne fait pas. Si on fait, on va de l'avant, et donc on pourra voir sur le Facebook l'ensemble et l'intégralité, et d'ailleurs qui sera présenté par vous d'ailleurs, voilà, puisque vous nous ferez l'honneur aussi de venir présenter ce Hub Éco avec nous. Ça signifie que Hub Éco, il y aura d'autres hubs? Oui, alors on réfléchit à un hub économique, on réfléchit à un hub santé, et l'objectif c'est toujours... Il n'y aura pas un hub média? Pourquoi pas, non, mais on pourrait faire par contre un face à la presse, oui. Moi je suis ouvert à faire un face à la presse avec mes confrères. Moi je veux travailler avec tout le monde. Pour moi personne n'est concurrent, on est confrères, et c'est vrai que chacun a sa spécificité, que ce soit la télé, la radio, le journal, et de toute façon une info qui sort ici, l'ensemble des médias le traite. Donc
L'idée, c'est de mettre autour de la table des professionnels, que ce soit de la santé, que ce soit du tourisme, que ce soit de l'économie, ou aussi, on voudrait créer aussi un hub innovation avec des startups et parler de numérique. Donc, c'est les projets que l'on est en train de mettre en place au courant 2022 et 2023. Comment, c'est une question un petit peu particulière, comment Xavier Niel ressent le Fonds Antilles? Parce qu'il a investi, dernièrement, il a pris une bonne part dans le monde depuis récemment. Oui. Comment il... Vous savez, Xavier est quelqu'un un petit peu d'atypique parce que il a plusieurs facettes. Il est en train de monter Hectare, qui est quand même une première ferme, je crois, au monde, et gratuit. Il y a l'école 42, il y a Le Monde, il y a Nice Matin. On est en train de se positionner pour reprendre la Provence. Et France Antilles, je pense que ça a été un coup de cœur. Et puis c'est surtout... faire respecter le pluralisme, parce que s'il n'y avait... C'était une demande de son ami Macron? Je ne sais pas. Je ne crois pas, non. Je ne sais pas. Il faudra demander au président de la République, peut-être. Ou alors demander à Xavier Niel. En tout cas, moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait remettre, on va dire, sur les rails cette entreprise avec les salariés, parce que j'en profite, parce que si on est là, c'est grâce aussi à tous ces salariés qui ont vécu des moments dramatiques, parce que fermer un journal, c'est dramatique, et cette relance, c'est grâce à eux, quoi. Donc, combien de salariés? 130 quand même. Qui ont eu des moments difficiles. Alors ça s'améliore un petit peu globalement, le lectorat revient progressivement? Oui, parce qu'on est parti on va dire, le journal avait été arrêté, donc on est parti de zéro. Oui, ça reprend bien, que ça soit au numérique, que ça soit au niveau du papier, mais on a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'on investit énormément dans les nouveaux logiciels pour s'adresser à nos abonnés. On est en train aussi de monter une imprimerie numérique en Martinique, parce que à ce jour, le journal de Martinique est imprimé en Guadeloupe. Voilà, mais à partir de juin prochain, on va innover aussi. C'est ce qui a plu à Xavier Niel. On va imprimer sur une imprimerie numérique le journal. C'est une première, on va dire, mondiale, qu'un journal soit entièrement imprimé de A à Z sur cette machine. Bien, on vous remercie en tout cas d'être venu. Mais c'est moi qui vous remercie. Ce ne sera pas la dernière fois, parce qu'on aura bientôt un débat sur la presse et les médias. Oui. Et on pensera à vous. Voilà. Écoutez, je viendrai avec grand plaisir, et puis je vous remercie en tout cas de cette conférence, de votre invitation, et ça fait plaisir qu'une télévision locale et qu'un journal local travaillent ensemble, et en tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Quand on a travaillé en Corse, vous serez toujours les bienvenus à France Antilles. Merci beaucoup. Merci. 13h51, deuxième chronique tout de suite avec Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Carnaval, deuxième épisode. Deuxième épisode, là, on va essayer d'expliquer pourquoi, d'où vient le fait que les gens ont envie de se regrouper et de vivre un moment intense ensemble. On a vu ça hier soir. C'est parti, générique. Voilà. Nous sommes donc avec Jean-Luc, on l'a dit la semaine dernière, on a fait le premier épisode de l'explication de l'origine du carnaval en Guadeloupe, et on a vu les racines, j'ai envie de dire, égyptiennes et au-delà de ce carnaval. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir, Jean-Luc? Alors, nous avons vu le mythe, et nous savons que nous avons raconté ce deuil et cette quête d'Isis qu'elle fait et qui est commémorée par la population en groupe. On va s'intéresser justement à ces mouvements de foule. C'est parti. Alors bien évidemment, on ne peut pas parler du vidé sans évoquer la notion de panégyrique. Qu'est-ce que les panégyriques? Eh bien, nous avons des témoignages anciens qui peuvent nous permettre justement de trancher cette question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la population descend dans la rue, se met à chanter des chansons qui ne sont pas forcément des chansons religieuses, et puis il y a une forme de dérision. Alors Hérodote nous dit que les Égyptiens
sont les premiers peuples qui ont établi les panégyriques, rassemblement de tout le peuple, les processions, mais aussi les supplications. Donc, c'est un ensemble. Les Grecs les ont reçus d'eux, donc les Grecs ont copié ce modèle, et cela apparaît hors de doute, il dit, puisque ces diverses institutions religieuses sont de toute antiquité chez les Égyptiens, et qu'elles sont au contraire très récentes parmi les Grecs. C'est Hérodote qui parle. Il a visité l'Égypte. C'est un Grec, donc il sait de quoi il parle. Les Égyptiens ne se bornent point à célébrer une seule panégyrie par an, mais ils en ont plusieurs. Ils regardent comme la plus solennelle de toutes, celle qui a lieu en l'honneur de Diana. Vous voyez, on en a parlé la dernière fois. Notre fameuse Diana, qui nous devons le nom, la chanson Madiana, mais aussi le mot Begin, et qui est au cœur vraiment de tout ce processus et qui nous a donné beaucoup au niveau de notre culture. Intéressons-nous maintenant à la façon dont les Égyptiens ont enregistré ce terme qui est en relation au panégyrique. En fait, et on voit que ça touche à la notion de festival. Vous voyez que dans la Caraïbe anglophone, on parle de bacchanal, on parle de festival, et tout ceci est un peu lié. Donc, notre fameuse Diana, dont nous avons parlé hier, c'est elle aussi qui vaut aux Romains d'avoir célébré les fêtes de Diane. Voilà la graphie par laquelle nos ancêtres ont enregistré l'équivalent de ce qu'est les panégyriques. Et vous voyez qu'il y a plusieurs signes qui nous interpellent, dont un signe rare qui sert de déterminatif. Et nous allons voir en fait que le mot pour désigner, vous avez vu qu'il y a la translittération kebi, et on voit qu'en Kikongo, on a kemba pour dire la fête, la solennité, en lingala kembi, procession, en lingala kembo, la gloire, la réjouissance, et dans les langues éthiopiennes comme le gez, on a gebat pour dire le banquet royal, en gounou gébé pour dire la souffrance, le malheur, et en copte gébé pour dire le deuil, la tristesse, la douleur. Plus loin, on a kembu qui est le nom du charbon, en wolof hem charbonné, en mandjaku kemi brûlé, et en nazer kemé pour dire la cendre. Vous allez voir que c'est le nom même de l'Égypte, mais cela nous ramène à quelque chose. Vous allez comprendre que, et nous allons y revenir plus tard, pourquoi on brûle Vaval. Vous voyez que ce qui est sollicité dans la purification, c'est le retour à ce fameux carbone. Donc, évidemment, Isis entraîne tout un peuple après elle. Nous faisons un petit rappel pour dire que ce sont les femmes qui sont responsables de la civilisation. Isis, dans ce processus qui part à la recherche des différentes parties de son époux, elle va fonder un temple à chaque endroit où elle trouve un morceau. Et ce temple-là, eh bien, derrière, il y a une ville. Le mot pour désigner l'humain, pour désigner le peuple, la racine, c'est Ntu, d'accord? Comme dans Muntu, c'est ce qui fait que nous, pour nous désigner en tant qu'être humain, on dit Moon. Alors, si on prend le blason de la ville de Paris, vous allez voir qu'il y a ce bateau et il y a cette étoile. Hein? Mais le mot pour dire l'être humain, le peuple, a un lien direct avec ce blason de la ville de Paris, qui a une relation évidente avec... la notion de peuple, parce que regardez, en Swahili, Watu c'est le peuple, mais Watu en Damba c'est aussi la barque. Donc, cela symbolise le peuple de Paris, les Parisiens. Et ces Parisiens-là, eh bien, on sait par quel mythe ils sont arrivés ici, parce que nous sommes en face de la Caus Navalis, c'est-à-dire le char naval, le char d'Isis, avec lequel elle part à la recherche des différents morceaux du corps de son époux, et aussi qui est le symbole même de la civilisation. D'accord? Donc, vous allez voir que chez nous, par exemple, pour désigner une femme qui est solide, on dit « atou ». Et pour désigner le peuple, en Munda, on va dire par exemple Bar, et donc c'est ce qui donne Parisis, Barisis, le nom de la ville de Paris. On va parler de la parenté à plaisanterie, puisque c'est un élément fondateur de la civilisation et de la société politique en Afrique. On purifie les relations pour mieux consolider et faire l'unité du pays.
Et donc, ceci est un phénomène qui existe depuis des millénaires dans les sociétés politiques en Afrique. Et il n'est pas rare de voir des individus qui se connaissent bien, qui sont amis, s'invectiver d'abord, ils s'envoient des pics, et puis après on les voit soit boire un coup ensemble, soit manger ensemble. Parce qu'on purifie toujours la société, on purifie les relations humaines. Et ça, c'est un trait marqueur des sociétés africaines. Et ce que vous avez là, c'est justement un indicateur. Les mots pour dire lié, les mots pour désigner le poumon, pour désigner le souffle, pour désigner l'eau, sont des mots qui sont en relation avec la notion d'union. On va aborder cet aspect. Et c'est Hérodote qui nous guide. Voilà ce qui s'observe en allant à Boubastis, qui est une ville égyptienne. On s'y rend par bateau, les hommes et femmes pêle-mêle et confondus les uns avec les autres. Dans chaque bateau, il y a un grand nombre de personnes de l'un et l'autre sexe. Tant que dure la navigation, quelques femmes jouent des castagnettes et des hommes de la flûte. Le reste, tant hommes que femmes, chantent et battent des mains. Lorsqu'on passe près d'une ville, on fait approcher le bateau du rivage. Parmi les femmes, les unes continuent à chanter et à jouer des castagnettes, d'autres crient de toute leur force et disent des injures à celles de la ville. Celles-ci se mettent à danser et celles-là, se tenant debout, retroussent indécemment leurs robes. C'est ce que Hérodote a observé en Égypte. Donc voilà encore un dossier que nous déposons sur l'origine africaine et égyptienne du carnaval. Parce que, voyez-vous, cela se faisait autrefois en Europe. Voilà comment à Rome, on représentait ces femmes sous les traits de Vénus, justement. Vous voyez, c'est un petit artefact qui témoigne de cela. Mais avec l'avènement du christianisme, tout ceci va être vu comme indécent, comme satanique, comme maléfique, et ça va disparaître. Pas tout à fait, parce qu'il existe au moins un endroit au monde où on peut encore voir ce que Hérodote a vu de ses yeux. Je vous dis que la pensée symbolique d'un peuple ne disparaît jamais. Et les anciens, les conquistadors qui sont arrivés aux Amériques ont amené avec eux ces traditions. Et aujourd'hui, eh bien, si vous allez au Pérou, vous allez voir le carnaval d'Ayacuchano et vous allez voir cela. Et c'est l'un des carnavals les plus vibrants du Pérou. Le défilé est marqué par des traditions andines. Alors aujourd'hui, c'est devenu des traditions andines. Mais nous pouvons en retracer l'origine. Et vous avez des groupes de musiciens, de danseurs en costume traditionnel qui dansent dans les rues. Et vous allez voir aussi qu'il y a, pendant ces festivités, des batailles d'eau. Et souvent, ce sont les touristes qui sont pris pour victimes. Mais c'est toujours le même phénomène de purification qu'on a évoqué la dernière fois avec le phénomène de la courroie. Et nous allons parler de Saint-Domingue, vous allez voir que ceci est courant. Ici, chez nous, c'est quand les gens ont le gros sirop et qu'ils salissent la population, c'est la même chose. C'est les éléments qui changent, mais l'intention, le concept de base, le concept culturel, le caractère cryptoculturel est le même. Donc, vous allez voir que ces gens-là, après s'être séchés, ils iront manger le pot-au-feu local qui s'appelle le puchero et boire une chicha de yora, qui est la boisson locale à base de maïs. C'est une bière à base de maïs légèrement alcoolisée. Eh bien, je vous propose de partir et de voir justement ce que Hérodote a vu de ses yeux vus. Voilà. Et vous voyez, c'est des confréries, hein. C'est pas le son est un peu faible. Donc, vous voyez aujourd'hui qu'il y a tout un cérémonial qui accompagne cela, mais autrefois, en Égypte, c'était déjà dès le quai où se trouvaient les bateaux que ceci se produisait. Et c'est ça qu'elles reproduisent ici. Mais si vous n'avez pas ce recul culturel, vous allez penser que c'est une tradition purement péruvienne. Donc, j'en reviens à mes panégyrique pour dire qu'ici, nous avons cette même forme avec le gros sirop c'est un rituel de purification et c'est une panégyrique parce que le rassemblement de tout le peuple sert à le purger des maux de la société. Et c'est ce que vous avez parfaitement sous les yeux. Donc, le vider, pourquoi on vide? On purge la société de ses maux. C'est pourquoi il y a de la dérision, il y a des chansons paillardes, il y a des tenues qui frisent la provocation sexuelle, il y a de la satire sociale et politique, il y a des bois-bois,
Pourquoi? Parce qu'on fait jaillir, on expurge la société de tous ces maux. Et une fois que nous avons fait ça, eh bien, on peut se retrouver et retrouver vraiment la cohésion de la société. Et c'est pourquoi les Égyptiens en avaient plusieurs, parce que ça permettait de maintenir l'alliance éthiopienne qui était la base de la société égyptienne. Et voilà pourquoi ces civilisations ont duré plusieurs milliers d'années. Et donc, les déboulés sont-ils sauvages? Eh bien, vous comprenez que les déboulés n'existent que dans les sociétés civilisées, puisque c'est une façon justement de réguler les rapports sociaux. Donc, l'objectif du vidé est de consolider l'alliance, c'est-à-dire assurer la cohésion du groupe, du peuple, du pays, en lui garantissant la paix, la sécurité et la sérénité. Voilà. Donc, plus que jamais cette année, après tout ce que nous avons passé, nous méritons justement de faire nos panégyriques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien, merci. Merci, Jean-Luc. 14h03. Rapidement, on rappelle que nous avons reçu en début du ZCL le directeur, l'ancien directeur de Air Caraïbes qui est devenu responsable du conseil d'administration, Yohan Poulin. Après, nous avons reçu avec plaisir François-Xavier Boisneuf, qui est un jeune Guadeloupéen qui a investi dans ce qu'il appelle un Black History Tour, qui se fait à Pointe-à-Pitre avec des petites voitures. Vous avez pu voir ça tout à l'heure. Il était avec nous. Et il est en train de rééditer un ouvrage sur son arrière-grand-père, Achille René Boisneuf, puisque tout le monde connaît la rue Achille René Boisneuf La Pointe. Mais il va savoir qu'Achille René Boisneuf Théier. Ensuite, nous avons reçu Kenisha Mougon avec le directeur de France Antilles, Claude Perrier, qui a annoncé un hub qui se fait après-demain, un hub éco avec un certain nombre de partenaires. Et puis nous avons terminé, bien évidemment, comme chaque lundi, avec Jean-Luc Divial sur le Edamisso. Aujourd'hui, deuxième épisode, Kenyon, troisième. Oui, il faut nous parler d'Ivaval. Il faut nous savoir pour qu'il nous cas brûler Vaval. Nous cas d'Ivaval. Et sous l'information, eh bien, on a rapidement vu ce qui s'est passé à Pointe-Noire, la réaction de la communauté scolaire à la suite de l'agression de 2 membres du personnel du collège. Et le principal de la collège a dit il faut nous arrêter avec ça et nous avancer pour sauver Timoun et l'école. La candidature de José Toribio, puisque vous le savez, Jocelyn Sapoutil a été démis de ses fonctions. Et donc la course est repartie au Lamentin pour les élections municipales le 13 mars prochain. On n'a pas eu le temps de voir le concours de miel Guadeloupe. Vous verrez ça ce soir dans le journal de 18h avec Harold. Mais il faut savoir qu'il y avait un concours de miel Guadeloupe et que notre miel, il n'est pas mauvais. Il n'est vraiment pas mauvais. Il est parmi les meilleurs, même dans la région-là. Et donc, consommer local. Voilà, la réalisation était assurée par Jordan. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du ZCL News. Nous avons 10 autres annonces de soleil sans la pluie, qui est demain à partir de 12h30.